Le but de la leçon d'aujourd'hui est de revoir les concepts des projectiles et le mouvement de projectiles. Donc, le mouvement subi par un sauteur de moto hors route est identique au mouvement d'une balle lancée dans les airs à un angle. Les deux suivent une trajectoire courbée appelée un parabole. N'importe quel objet qui subit un mouvement selon une trajectoire courbée en deux dimensions due à la gravité est appelé un projectile. Si le mouvement d'un projectile dû à la gravité est appelé un mouvement de projectile. Donc, il faut absolument que tu aies une composante de gravité pour que ce soit un projectile. Imagine que tu as deux balles en caoutchouc, tu lances une balle horizontalement en même temps que tu échappes l'autre. Première balle lancée horizontalement, la deuxième, tu l'échappes en ligne droite. Laquelle des balles va atterrir en premier? Les deux balles vont atterrir en même temps si la résistance de l'air est négligeable. Mais pourquoi? Ceci est vrai parce que les deux balles subissent une accélération verticale due à la gravité. Même si une balle est lancée horizontalement, son mouvement horizontal n'affecte pas son mouvement vertical. Donc, les deux sont indépendants l'un de l'autre. En conséquence, les deux balles atterrissent en même temps. Peu importe à quelle vitesse que tu lances ta balle horizontalement, en autant que tu les échappes en même temps, ils vont atterrir en même temps. En conséquence, les problèmes de mouvement de projectiles sont des problèmes de vecteurs en deux dimensions. Donc, il faut absolument les considérer de façon indépendante. Donc, horizontalement, le mouvement est uniforme, donc il n'y a pas d'accélération. Donc, il n'existe qu'une seule équation à utiliser. Donc, V égale D divisé par T. Tandis que verticalement, le mouvement est non uniforme, puisqu'il subit une accélération due à la gravité, dont 9,81 mètres par seconde au carré. En conséquence, il faut utiliser les 5 grandes équations, dont les équations pour le mouvement accéléré uniformément. Vous avez un référentiel qui vous donne ces équations-là, mais je vous rappelle quelles sont les suivantes. Donc, gardez ces équations-là proches pendant que vous faites des problèmes de projectiles. Même si les deux mouvements sont indépendants de l'un et de l'autre, ils partagent quand même un facteur. Ce facteur est le temps. Donc, le temps nécessaire pour qu'un objet complète son mouvement horizontal est exactement pareil au temps nécessaire pour que l'objet complète son mouvement vertical. Donc, le temps est toujours constant. Ça vous permet d'utiliser des quantités horizontales afin de résoudre des problèmes verticaux ou vice-versa, parce que le temps est pareil en les deux. Donc, quelques petites choses à garder en tête. Le mouvement est en deux dimensions, donc horizontal et vertical, qui sont indépendants l'un de l'autre. Le mouvement horizontal sur le long de l'axe des X est uniforme, donc il n'y a pas d'accélération et on utilise tout simplement V égale D divisé par T. Le mouvement vertical, ou selon l'axe des Y, est non uniforme, donc l'accélération est celui dû à la gravité, donc 9,81 mètres par seconde au carré. Et on utilise les 5 grandes équations qu'on vient de revoir. Et le temps est pareil pour les deux dans tous les cas. Si jamais je vous demande de résoudre un problème de projectile sur une autre planète, faites attention quand vous parlez de l'accélération due à la gravité, ça va être différent, mais je vais vous le donner si jamais ceci est le cas. Donc, un des mouvements de projectile les plus simples est lorsqu'un objet est projeté horizontalement d'une hauteur connue. Donc, tu lances quelque chose d'une fenêtre. Dans ce cas, l'objet possède une vitesse vectorielle horizontale, mais la vitesse vectorielle initiale verticale est 0. Donc, ta vitesse initiale est entièrement horizontale. Avec ce type de problème, utilise le mouvement à droite et en bas comme positif, parce que c'est dans cette direction-là que ton objet est en train de bouger. Donc, un sac de plomb
est lancé avec une vitesse vectorielle initiale horizontale de 3 mètres par seconde. Donc, V1x. D'un fenêtre qui se trouve à 10 mètres du sol. On parle d'un hauteur, donc c'est vertical, c'est déplacement vertical. Combien de temps est-ce que ça va prendre pour que le sac de plomb touche le sol? C'est-à-dire son temps de vol. Alors, nous sommes à la recherche du temps. Donc, dans la question, nous avons une quantité horizontale. Donc, on n'a pas assez d'informations pour traiter du côté horizontal, pour trouver le temps. Qui veut dire qu'il faut qu'on ait vertical. Vertical, on a sa hauteur de le déplacement de 10 mètres. Voilà. On a besoin de trouver le temps. L'accélération est constante, donc elle est toujours 9,81 mètres par seconde au carré vers le bas. Et parce que la vitesse vectorielle initiale est entièrement horizontale, nous pouvons conclure que la vitesse initiale verticale est de 0 mètres par seconde. Donc, de nos 5 équations, il nous manque la vitesse finale, alors on a besoin d'utiliser l'équation D égale vitesse vectorielle initiale fois le temps plus 1,5 fois accélération fois le temps au carré, afin de déterminer le temps. Alors, si on remplace, j'ai 10 mètres égale 0 mètres par seconde fois t plus 1,5 fois 9,8 1 mètre par seconde au carré fois le temps au carré. Donc, parce que j'ai 0 mètre par seconde fois t, ce terme-là va disparaître. Alors, j'ai 10 mètres égale 4,905 mètres par seconde au carré fois t au carré. Pour isoler t, on a besoin de diviser le 10 mètres par 4,905 mètres par seconde au carré. Et on prend la racine carrée parce que c'est t au carré. Donc, on peut conclure avec notre calculatrice que le temps est 1,43 secondes pour que le sac de plomb tombe. B, comment loin de l'édifice est-ce que le sac de plomb va atterrir, c'est-à-dire sa distance horizontale ou la portée. Donc, pour trouver la distance horizontale, on a besoin d'utiliser la vitesse vectorielle initiale horizontale et on peut utiliser le temps qu'on vient de trouver en A. Alors, si on réarrange notre équation de vitesse égale distance divisé par temps, j'ai distance déplacement égale vitesse horizontale fois le temps. So 3,0 mètres par seconde fois 1,43 secondes qui nous donne une portée de 4,3 mètres. Donc, il va atterrir à 4,3 mètres du bas de l'édifice. Notre type de situation, savais-tu que tu peux augmenter la portée et le temps dans les airs d'un projectile en le lançant sur un angle au lieu d'horizontalement? So, à la place de lancer dans une ligne droite, si tu lances vers le haut sur un angle, tu peux augmenter le temps ainsi que la portée. Puisque le projectile se déplace horizontalement avec une vitesse vectorielle constante, augmenter le temps dans les airs peut augmenter la portée. Cependant, si tu choisis un angle qui est trop grand, la portée du projectile va diminuer. Donc, si tu lances la balle directement dans les airs, elle va juste retomber à la place d'aller plus loin. Si la résistance de l'air est négligeable, à quel angle devrais-tu lancer un projectile par rapport au sol afin de maximiser sa portée et afin de maximiser son temps dans les airs? Pour maximiser, il faut absolument que tu lances selon un angle de 45 degrés, dans les deux cas. Ça te permet de lancer ton objet le plus loin et alors le temps va être élevé. Les projectiles lancés à un angle par rapport à l'horizontale subissent également un mouvement parabolique. Les calculs sont similaires à ceux que vous avez déjà faits, sauf que maintenant, le projectile a aussi une vitesse vectorielle verticale initiale. So, VI
y n'est plus 0, elle a une quantité. Dans ce cas, il faut premièrement séparer cette vitesse vectorielle initiale en ses composantes horizontales et verticales. Donc, puisque tu lances sur un angle, tu as une vitesse initiale horizontale et une vitesse initiale verticale. Avant de pouvoir résoudre ces problèmes-là, il faut que tu le divises dans ces deux composantes. Avec ce type de problème, utilise le mouvement à la droite et vers le haut comme positif. Donc, les équations afin de déterminer les composantes de la vitesse vectorielle initiale sont les suivantes. Comme on a vu en fonction avancée, cos est x, sin est y, alors la vitesse initiale horizontale, ou x, est vitesse initiale fois cos de l'angle par rapport au sol. Et la vitesse initiale verticale est la vitesse initiale fois sin de l'angle par rapport au sol. Il existe aussi des équations spécifiques à utiliser lorsqu'un projectile est projeté et atterri à la même hauteur. Donc, si tu bottes un ballon sur un terrain de soccer plat, tu as cette situation-là. Donc, tu as accès à les trois équations suivantes. Dans la portée ou le déplacement horizontal est vitesse initiale fois sin de 2 fois ton angle divisé par g, où g représente tout simplement l'accélération due à la gravité. La hauteur maximale ou le déplacement vertical est v, sa vitesse initiale, fois sin de l'angle par rapport au sol, tout ça au carré divisé par 2 fois l'accélération due à la gravité. Et le temps dans les aides, ou le temps horizontal et vertical, parce qu'ils sont équivalents, est 2 fois la vitesse initiale, fois sin de l'angle par rapport au sol, divisé par g. Important à noter que v représente la vitesse vectorielle initiale, non décomposée en composantes. Donc, c'est juste la vitesse vectorielle donnée dans la question. Et θ représente l'angle par rapport au sol. Toujours. Par exemple, un joueur de soccer sur un terrain plat bat une balle avec une vitesse vectorielle de 9,4 mètres par seconde. Ça c'est VI. Un angle de 40 degrés par-dessus l'horizontale. Ça, c'est θ. Détermine le temps dans les airs. Donc, puisque nous avons un projectile dont sa hauteur initiale et sa hauteur finale sont équivalents, on a accès à les trois équations qu'on vient de voir. Donc, pour le temps dans les airs, on utilise 2 fois v fois sin de θ divisé par g. Alors, 2 fois ma vitesse initiale, qui est 9,4 mètres par seconde, fois sin de 40 degrés. Tout ça divisé par 9,1 mètres par seconde au carré. Donc, dans cette situation, on a un temps dans les airs de 1,2 secondes. Faites attention à vos chiffres significatifs, s'il vous plaît. B nous demande de déterminer la portée. Donc, encore une fois, on a accès à nos trois équations. V au carré fois sin de 2 θ. 2 θ veut simplement dire 2 fois ton angle. On a encore 9,4 comme V et 40 degrés comme θ. So, j'ai 9,4 mètres par seconde au carré fois sin de 80, parce que j'ai fait 2 fois 40, divisé par 9,1 mètres par seconde au carré. Donc, à l'aide de ta belle calculatrice, on peut déterminer que la portée est de 8,9 mètres. Donc, sa distance voyagée horizontalement est 8,9 mètres. Et C nous demande de déterminer la hauteur maximale. Donc, on va utiliser notre troisième équation. V fois sin θ, tout ça au carré, divisé par 2 fois G. 9,4 mètres par seconde fois sin de 40
tout ça au carré, divisé par 2 fois 9,1 mètres par seconde au carré. Donc, si on pitonne, la hauteur maximale de notre balle est de 1,9 mètres. Un autre type de projectile, donc celui qui est le plus complexe, est celui qui combine les deux autres. Donc, tu lances le projectile sur un angle d'une hauteur connue par-dessus le sol et ça l'atterrit à une différente hauteur. Donc, si tu lances quelque chose sur un angle du haut d'une falaise et elle tombe jusqu'en bas. Donc, encore une fois, il faut décomposer la vitesse vectorielle en ses composantes horizontales et verticales et les analyser de façon séparée. Cependant, l'analyse est ce qui est plus difficile parce qu'il faut résoudre une équation du second degré afin de déterminer le temps. Donc, tu vas finir avec une équation qui a le temps 2 fois, une fois régulier, une fois au carré. Donc, vous allez devoir utiliser la formule quadratique afin de le résoudre. Comme dans le cas suivant. Donc, une roche est lancée d'une falaise mesurant 30 mètres, distance verticale. Dans ce cas ici, droite positif et haut positif. Donc, dans le cas du déplacement, c'est vers le bas. Alors, le 30 mètres va être négatif. Avec une vitesse vectorielle de 20 mètres par seconde, ça c'est notre vitesse vectorielle initiale, qu'il va falloir qu'on décompose en composantes, à un angle de 50 degrés par-dessus l'horizontale. Ça c'est notre theta. Elle vous demande de déterminer les composantes de la vitesse vectorielle initiale de la roche. Donc, on a besoin d'utiliser les équations qu'on a vues tantôt. Pour la vitesse vectorielle initiale horizontale, c'est la vitesse vectorielle initiale fois cos de l'angle. Donc, le 20 mètres par seconde fois cos de 50, qui vous donne 13 mètres par seconde. Et pour verticale, on utilise vitesse vectorielle initiale fois sin de l'angle. Donc, encore une fois, le 20 mètres par seconde, mais cette fois-ci fois sin de 50, qui va donner 15 mètres par seconde. OK. Partie B, comment loin de la base de la falaise est-ce que la roche atterrit? Donc, la question vous demande de déterminer la portée. Indice, il faut premièrement trouver le temps. Donc, pour trouver la distance ou le déplacement horizontal, on a besoin d'utiliser vitesse vectorielle initiale horizontale fois temps. Cependant, on n'a pas le temps. Donc, il faut commencer là. Évidemment, on n'a pas assez de quantité pour le faire avec notre équation horizontale. Notre équation horizontale. Donc, il faut utiliser nos composantes verticales. So, le 30 mètres qu'on avait dit était notre déplacement vertical, mais qui est négatif à cause du cas spécifique. On a que notre accélération due à la gravité, elle est aussi vers le bas, donc elle a besoin d'être négative. Et on a notre vitesse initiale verticale qu'on vient de trouver, qui est 15 mètres par seconde. On a 3 quantités verticales, donc on peut utiliser une des 5 grandes équations. Encore une fois, il nous manque la vitesse finale, donc on a besoin d'utiliser la même équation qu'on a utilisée tantôt. Alors, si je remplace, j'ai moins 30 mètres est égal à 15 mètres par seconde fois t plus 1,5 fois moins 9,81 mètres par seconde au carré fois t au carré. Donc, si on simplifie autant qu'on peut, on a maintenant une équation du second degré. Alors, pour bien le résoudre, on va le réarranger pour qu'on ait ax au carré plus bx plus c. Et on va devoir utiliser la formule quadratique.
copier ça. Amener ça sur la prochaine page. Oups. OK. So, formule quadratique. Moins b. Plus moins la racine carrée de b au carré. Moins 4. AC. N'oubliez pas d'amener vos signes. Tout ça divisé par 2 fois A. Oh mon Dieu. OK. Si on fait ces calculs-là, on devrait finir avec moins 15 plus moins 28,52 divisé par moins 9,81. Donc, dans ce cas-ci, on a besoin de faire les calculs dans les deux cas, donc moins 15 plus 28,52 et moins 15 moins 28,52. Et ensuite, on va raisonner afin de déterminer laquelle de nos valeurs de t est la bonne. So, j'ai t égale moins 15 plus. Et j'ai moins 15 moins. Donc, à l'aide de ma calculatrice, je vais trouver mes deux réponses. Oups, ça c'est trop de chiffres significatifs. On va arrondir un peu. Alors, dans ce cas ici, dans tous les cas, le temps ne peut pas être négatif. Alors, on peut conclure, parce que le temps ne peut pas être négatif. T, dans ce cas ici, doit être égal à 4,2 secondes. Ça élimine notre autre réponse automatiquement. Donc, étant donné qu'on a maintenant le temps, on peut retourner à ce que la question demande, qui est de déterminer la portée ou comment loin est-ce que la roche va atterrir de la base de notre falaise. Alors, pour faire ça, comme on a dit tantôt, on a besoin d'utiliser la vitesse vectorielle initiale horizontale et le temps. Alors, dans A, on a déterminé que la vitesse initiale horizontale était de 13 mètres par seconde. Et en B, la partie 1 de B, on a trouvé que le temps était 4,2 secondes. Donc, ceci nous donne une portée de 55 mètres. Alors, ceci met fin à la leçon pour aujourd'hui. S'il vous plaît, prenez le temps de compléter les questions de pratique autonome sur dans le manuel ainsi que les activités supplémentaires, s'il vous plaît. Merci.